Excellence Magazine. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Excellence Magazine. C'est un magazine qui se veut un espace qui véhicule des messages constructifs avec un seul but, l'essor de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, je reçois pour vous Claude Loubago, qui est secrétaire général du parti PUR, entendez Parti d'Union républicaine, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Leonard. Alors, comment allez-vous? Eh bien, je suis en forme, comme vous le constatez. Bienvenue une fois dans Excellence Magazine. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez secrétaire général du PUR. Est-ce que j'ai omis quelque chose ou vous avez quelque chose d'autre à ajouter vous concernant? Non, ça, comme vous l'avez dit, je suis actuellement secrétaire général du Parti d'Union républicaine, en abrégé PUR. Un parti qui a vu le jour depuis le 19 février 2018, juste à la veille des élections. Très bien. Alors l'actualité reste dominée par l'investiture et la prise de fonction des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Comment évaluez-vous déjà ces processus qui a abouti justement à cette installation des animateurs de la CENI? Personnellement, je peux dire que c'est un pas en avant dans l'organisation des élections. Et vous avez constaté comme moi, qui avait vraiment des tergiversations pour la mise en place de cette équipe de la CENI qui doit normalement censé nous organiser des élections, et je crois des bonnes élections. Et dans les discussions, il n'y a pas eu consensus dans les chefs des confessions religieuses. Et moi je pense qu'il faudrait un moment évoluer et passer à une autre vitesse pour espérer avoir les élections en 2023. Parce que j'estime que si nous continuons à discuter sur la tête de telle ou telle autre personne, à la tête de la CENI, nous n'aurons pas les élections en 2023. Et donc, il faudrait vraiment aller de l'avant et bien sûr mettre maintenant en place des mécanismes d'observation, de contrôle de ces processus électoraux pour rassurer toutes les parties prenantes dans ces élections. Mais comment jugez-vous déjà la mission qui a été confiée aux confessions religieuses pour la désignation de leurs représentants à la CENI? C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de consensus, mais comment évaluez-vous la mission qui leur avait été confiée? Historiquement, cette mission a été confiée aux confessions religieuses depuis Sun City. À l'époque, il y avait des belligérants autour de la table qui discutaient et on voulait commencer un processus démocratique. Et il n'y avait pas confiance entre ces différents belligérants. Et c'est comme ça qu'on avait estimé à l'époque qu'il faudrait confier cette mission très cruciale à la société civile, plus particulièrement aux confessions religieuses. Et nous avions vu que depuis 2006, le premier processus électoral, il n'y a jamais eu toujours de consensus sur la désignation des animateurs de la CENI. En 2011, c'était la même chose. En 2018, c'était la même chose. Malheureusement aussi, aujourd'hui, il y a toujours des contestations. Et moi, je pense qu'il n'y aura jamais l'unanimité sur cette question de désigner les animateurs de la CENI qui va rencontrer l'assentiment de toutes les parties prenantes. On n'aura jamais cela. Alors moi, je pense d'ailleurs qu'il faudrait réfléchir sur une autre façon de gérer les élections dans notre pays. Cette autre façon serait quoi? Peut-être on peut arriver à confier cette mission au ministère de l'Intérieur, comme ça s'est fait ailleurs, et renforcer plus des mécanismes de contrôle pour rassurer réellement, en fait, mettre en place vraiment une administration électorale dans tous les territoires, que ce soit vraiment permanent. Et vous pensez que cette administration serait forte, mais aussi indépendante? Bien sûr, il faudrait doter tous les moyens possibles, que ce soit humains, matériels, financiers, pour que cette administration réponde vraiment au mieux à cette mission. Parce qu'on s'est lancé déjà dans ce processus électoral, dans ce processus démocratique. Je pense qu'il ne faudrait plus reculer, mais il faudrait toujours chercher comment renforcer les contrôles dans ces processus démocratiques. L'équipe de Kalima installée, elle a déjà pris fonction à la CENI récemment. Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe, vous en tant que PUR? Nous attendons que cette équipe soit à la hauteur de cette mission, qui est vraiment, sera vraiment une mission délicate, déjà d'entrée de jeu, avec tout ce qu'il y a
entourer ces processus. Mais nous aimerions que ce soit vraiment une équipe qui va nous offrir des élections crédibles, apaisées. Et moi je dis, à chaque fois qu'on organise des élections dans notre pays, ça ne doit pas être une cause de violence, une cause de perturbation, de déstabilisation des institutions, mais par contre, ça doit être un moment de réjouissance et de renforcement de nos institutions et même leurs animateurs. Parce que souvenez-vous que notre pays souffre toujours, depuis les années 60, de cette illégitimité des animateurs des institutions. Et je pense que nous devons arrêter cela. Et pour arriver à ça, il faudrait vraiment doter les institutions de moyens conséquents, et sur tous les plans, pour vraiment faire asseoir notre jeune démocratie. Malgré leur prise de fonction, leur investiture, des voix s'élèvent, ne cessent de s'élever pour exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Comment comprenez-vous cela? Moi, j'ai dit toujours, cette question de la CENI, c'est devenu une question de vie ou de mort pour certains politiques. Et moi, je pense que c'est juste une politique de haute toi de là que moi je m'y mette. Et dépolitiser, oui, je suis d'accord avec ça. Mais pour le moment, tous les politiques cherchent à s'y retrouver. Vous voyez? Et celui qui ne se retrouve pas, laisse un peu de se focaliser sur un point pour dire nous voilà, nous aimons ça et tout. Comme je l'ai dit, il ne faudrait pas tomber dans cette distraction aussi, parce que si nous continuons avec des discussions interminables, donc, nous allons tout droit vers le glissement en 2023, alors que ça ne sera pas bon pour l'image du pays. Nous venons d'ailleurs d'un autre glissement déjà en 2016, et donc ça ne sera pas une bonne chose pour notre jeune démocratie. Donc concrètement pour vous, vous voulez qu'on tourne la page? Qu'on tourne la page, qu'on avance dans ce processus d'organisation des élections. Dans ce même chapitre, il y a un bloc patriotique qui vient de voir le jour, qui exige notamment les réformes consensuelles, la dépolitisation de la CENI. Partagez-vous leurs avis ou Nous sommes dans la démocratie, on ne devrait pas avoir le même point de vue sur plusieurs questions. Ils jouent leur rôle d'opposants et ça renforce encore une fois, n'est-ce pas, le processus démocratique dans notre pays. C'est vrai, bon, il faudrait maintenant voir dans quel but que cela est demandé. Est-ce que ce n'est pas pour retarder les élections? Est-ce que ce n'est pas pour se retrouver dans une sorte de dialogue pour partager encore une fois le pouvoir? Et pour que certains se retrouvent en santé financière pour préparer les échéances. Et vous le voyez de quel côté? Dans le but de retarder les élections ou santé financière? Si on continue avec des discussions, on n'aura pas le temps d'organiser les élections en 2023. Le temps n'est pas notre allié, donc il faudrait aller de l'avant. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe qui est là, comme ça a toujours été comme ça, je pense qu'il faudrait plus renforcer des mécanismes de contrôle, d'observation des élections. Et on y va. Ils projettent d'ailleurs une marche pour le 6 novembre prochain. Il y a lieu de manifester encore pour la dépolitisation de la CENI. On ne peut pas interdire aux Congolais de se réunir pour revendiquer quelque chose. Et bon, ils sont dans leur droit, je ne cesse de le dire, c'est ça la vie démocratique dans un pays. Donc ils ont quelque chose à revendiquer, ils veulent l'exprimer sur la voie publique. Bon, libre à eux, ils continuent à revendiquer, mais moi je pense que la machine tourne déjà, il faudrait vraiment s'y inscrire, se préparer pour les élections. Mais comment jugez-vous cette nouvelle alliance, si on peut le dire ainsi, entre les FCC et la MOCA et autres forces vives? Moi je pense sur ça, il y a d'une part l'opportunisme, je veux dire ainsi, parce que hier on a vu que certains accusaient les autres de diables et aujourd'hui se mettent ensemble. Et je dirais que c'est une coalition, je veux dire, je peux aller même loin contre nature, vous voyez un peu. Et bon, comme on dit en politique, il n'y a pas... et en fait, les alliances se font... et se défendent. Des revendications, des motivations que certains... Alors la motivation pour eux, c'est défendre l'intérêt de la population. Bon, je ne sais pas.
Et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement sur cette question de la CENI que nous pouvons voir ces genres de coalitions. Non, il y a plusieurs questions. Ils ont parlé du RAM, ils ont parlé... avoir cette coalition, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, l'insécurité à l'est du pays, où on s'est dit à un moment, c'est ça aussi dans une vie politique, patriotique, où on se met d'accord, peu importe nos divergences, quand on dit non, la RDC se met en face d'une insécurité grandissante, et qu'elle soit l'opposition, que ce soit la société civile, que ce soit le gouvernement, qu'on se mette ensemble regardant dans la même objectif. En ces moments-là, vous pur, pourriez faire partie de cette coalition? Nous ne sommes pas là. Non, au cas où vous avez évoqué certains points, vous estimez que si ces points étaient, faisaient partie des priorités de la population, oui. Bien sûr. Oui, nous devions bien se réunir et faire partie, mais ce n'est pas ça. Et je trouve que c'est juste l'opportunisme. Alors, comment avez-vous accueilli la position de Jean-Pierre Bemba Riajusson à la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante? Il a émis les vœux de voir une CENI forte, non pas un président fort. Effectivement, il abonde dans le même sens de ce que je suis en train de dire. Oui, parce qu'il ne faudrait pas se dire que non, voilà, tel ou rien, ou voilà, si c'est tel, nous ne serons pas d'accord pour aller aux élections. Et vu que c'est techniquement le président de la CENI qu'on accuse, il est expert dans ce domaine-là. Il a prouvé mondialement qu'il connaît sa matière et il ne faudrait pas exclure un Congolais parce qu'il appartient juste à un espace linguistique de notre pays et pour avoir déjà des préjugés. Et M. Jean-Pierre Bemba, lui, de communiquer, c'est très sage. Et il a essayé un peu de dire, voilà, il faudrait savoir comment juste encadrer ces élections pour que chacun, toutes les parties prenantes, se retrouvent. Tout à l'heure, vous avez parlé de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, bien plus dans l'Est où il y a l'état des sièges. Mais cet état des sièges a été prorogé plus de 10 fois. Quel bilan faites-vous déjà? Alors, le bilan de l'état des sièges à mi-parcours, moi je pense que c'est déjà une guerre asymétrique qui est difficile à aborder de manière générale par nos armées. Et c'est certes, il y a des avancées sur le plan même des incursions qu'il y avait, sur même la diminution. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de tueries, il y en a. Il y a chaque jour environ des tueries. Mais ce n'est pas récurrent comme avant. Et je pense que sur cette question, mais c'est fréquent. Il faudrait, bien sûr, à chaque fois qu'on évolue, il faudrait réévaluer ce processus ou cet état des sièges. De votre côté, vous avez réévalué? Non, en fait, moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Non, vous, en tant que pur, vous avez réévalué. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour justement que cet état des sièges puisse mener à bon port? C'est de continuer à doter de moyens conséquents aux troupes qui sont sur terrain. Et pourquoi pas changer même des tactiques aussi sur terrain, parce qu'il semblerait que notre armée n'est pas offensive. Okay? N'aborde pas cette question, ils attendent par exemple qu'il y ait incursion qui peut réagir. Non, je pense qu'il faudrait déployer des moyens nécessaires, que ce soit militaires et financiers, pour que l'armée commence déjà à se lancer dans l'offensive dans cet état de siège. À côté de la situation sécuritaire, il y a l'éducation. L'année scolaire 2021-2022 a débuté avec des sérieuses difficultés, de grève par-ci par-là, qui met même en mal la gratuité de l'enseignement de base. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation? C'est vrai qu'il y a des pourparlers entre bancs syndicats et le gouvernement, mais pour des solutions pérennes, qu'est-ce qu'il faut? Alors, moi je pense que le président de la République avait pris cette décision que je qualifie de courageuse pour, n'est-ce pas, passer à la matérialisation de cette gratuité de l'éducation de base. Parce que c'est consacré dans la Constitution depuis 2006. Mais on n'a jamais eu ce courage-là de procéder vraiment à sa mise en œuvre. Et moi je comprends, notre système éducatif a été géré
comme une manne pour certains, où il s'est retrouvé financièrement. Et cela ne sera pas accepté directement du coup. Et il faudrait savoir qu'il y a des gens qui profitaient de cet état de choses pour qu'ils puissent vraiment se retrouver aussi financièrement sur le dos des parents. Et cette décision, certes, va rencontrer toujours des oppositions. Et comme je le dis toujours, chaque changement provoque toujours des oppositions et c'est tout à fait normal. Et je pense qu'ils ont déclaré déjà la reprise des cours dès ce lundi. Et je pense qu'ils trouveront un terrain d'attente pour que les enseignants et que tous les partenaires de l'éducation, que ce soit les parents, que ce soit les confessions religieuses qui ont des écoles conventionnelles, les écoles de l'État et les enseignants et le gouvernement, que tout le monde se retrouve sur cette question pour l'intérêt de notre jeunesse, de nos enfants. Très bien. Parlons du président de la République, les dépassements multiples critiqués par certains. D'autres trouvent que c'est pour des bonnes raisons. Et récemment, une large opinion soutient que ces voyages ne procurent rien du tout. Comment voyez-vous ou jugez-vous ces points de vue de certains observateurs? Alors, moi je pense que sur cette question, c'est vrai, c'est mitigé. Dans le sens où les gens qui ne sont pas dans la gestion du pays, ils trouvent peut-être que ce n'est pas important, les déplacements récurrents du président de la République à l'extérieur. Mais moi je pense que c'est important. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le pays était isolé diplomatiquement. Alors, il faudrait à un moment donner vraiment à un plus haut niveau lancer ces genres de rencontres pour que la voix de la RDC soit entendue. Et puis, peut-être les retombées ne seront pas immédiates, mais il faudrait prendre un peu du temps et vous allez voir réellement que ces retours diplomatiques au niveau mondial de la RDC sera bénéfique pour nous. Prendre du temps, c'est-à-dire encore plus de 2 ans, 3 ans encore? Oui, ça peut prendre même 2 ans, ça peut même prendre encore 3 ans. Même 5 ans? Alors, c'est à nous maintenant aussi, même à l'interne, d'assainir ce que je dis, du climat des affaires, parce que aller rencontrer ces homologues présidents à l'étranger, et entrer en contact avec des consortiums des entrepreneurs, des entreprises, des grosses entreprises, c'est pour dire, nous voilà, vendre l'image du pays, pour dire, nous voilà, chez nous, nous sommes prêts à vous accueillir et vous garantir un climat d'affaires apaisé et crédible. Vous voyez. Et en retour, maintenant, dans notre pays, il faudrait travailler sur ça, pour lutter contre la corruption, lutter contre les antivaleurs, lutter contre les tracasseries dans la création des entreprises, par exemple. Alors, la participation du président de la République au sommet de G20 a été très remarquable, mais quel profit que la République démocratique du Congo peut tirer de ces sommets? C'est vrai qu'il a été là en tant que président en exercice de l'Union africaine. Dans sa double casquette comme président de la République et comme président de l'Union africaine, c'est en faveur de la RDC. Parce que vous avez vu que c'est le drapeau de la RDC qui a été hissé et il a eu des contacts, je pense, importants mondialement pour, n'est-ce pas, plaider pour les causes des questions africaines et plus particulièrement des questions congolaises. Et c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas du coup que nous allons voir les retombées de tout cela. Et parce qu'en matière de collaboration diplomatique aussi, on peut avoir un accord maintenant aussi avec un autre pays étranger, mais pour matérialiser cela, ça peut prendre un peu du temps. Voilà, des procédures administratives, par exemple, politiques aussi, tout, voilà, réglage de quelques questions. De votre parti politique, quelle est sa santé déjà? Le parti, c'est particulier. Nous sommes vraiment, nous affûtons nos armes pour se préparer aux échéances prochaines. Et comme je le dis, nous devons vraiment se préparer comme déjà la question du bureau de la CENI est déjà réglée. Et nous aussi, nous sommes vraiment dans cette optique-là de préparer des élections. Et pourquoi pas se retrouver après ces élections en 2023 dans les institutions du pays pour apporter aussi
notre savoir-faire, notre, je dirais même ce qui est dans notre projet de société, partiellement, parce que nous n'allons pas dire que nous allons aborder ces élections à tous les niveaux, non. Déjà, nous n'aurons pas un candidat président de la République, et plutôt, à d'autres niveaux, nous aurons vraiment des candidats qu'il faut. Parce que vous allez soutenir un candidat président de la République? Oui, cette décision a été prise depuis 2020, à l'issue d'un congrès qu'on avait organisé. Depuis la création du parti n'avait pas organisé un congrès parce que le congrès, comme organe suprême du parti, devrait prendre cette position. Ce n'est pas l'apanage du président ou un groupe de cadres du parti ou même du secrétaire général qui vous suit pour dire, non voilà, nous emboîtons tel camp pour vraiment mettre en place soit une coalition, soit un partenariat politique. Non, vous avez entendu l'organisation du congrès pour décider à cela. Et il y a eu une résolution prise à l'issue de ce congrès pour intégrer l'Union sacrée. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on est là. Et moi je pense que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur ça. Et comme je l'ai dit, nous n'aurons pas un candidat président de la République en 2023. Alors, l'EPUR, parti politique cher à Luc Gérard Niafé au sein de l'Union sacrée, mais comment voyez-vous l'avenir de l'Union sacrée? L'Union sacrée, c'est une vision que le président de la République a lancée, qui a regroupé des Congolais de bonnes intentions qui veulent vraiment que les pays sortent un peu de ce gouffre dans lequel longtemps a été embourbé. Et moi je pense qu'il faudrait, nous avions trouvé nécessaire de répondre à cet appel du chef de l'État. Et bien sûr, tout travail de l'homme est, je dirais, imperfectible. Et je pense avec l'évolution, on découvre quelques failles. Il faudrait y remédier rapidement et organiser même des rencontres au plus haut niveau avec les dirigeants de l'Union sacrée pour voir dans quelle mesure aussi nous devons aborder ces élections de 2023 pour cette fois-ci donner la majorité confortable au président de la République qui tient au deuxième mandat. Donc ce sont les œuvres qui doivent parler, ce sont aussi des stratégies politiques qu'il faudrait mettre en place pour y arriver. Mais est-ce que votre formation politique est implantée sur l'ensemble du territoire national? Non, nous ne sommes pas implantés dans tous les pays. Et nous avions adopté comme stratégie de ne pas s'éparpiller sur l'ensemble du pays. Et pourquoi? De 2023. Et il ne faut pas dire, je veux dire, il faut concentrer ses énergies là où vous trouvez que c'est nécessaire. Okay? Au lieu de s'éparpiller. Et où c'est nécessaire? Ici à Kinshasa seulement? Pas seulement à Kinshasa, il y a d'autres provinces. Il y a d'autres provinces qui sont ciblées et nous allons aligner vraiment les candidats. Tel que, on peut le savoir déjà? Donc, Kinshasa, oui, il y a Kwilu, il y a Chopo, il y a Maniema, il y a Sud-Kivu, il y a Chouapa. Donc pour les processus électoraux à venir, vous estimez axer votre action d'environ 5-6 provinces seulement? Oui, 5-6 provinces, parce qu'on s'est dit que c'est nécessaire, avec tout ce que nous avons comme avantage sur le terrain dans ces provinces, et ça sera pour nous un avantage supplémentaire pour aborder ces élections. Alors, mais la priorité pour vous ici, c'est quoi? Vous, en tant qu'EPUR, vous défendez quoi? En fait, nous avons, comme je l'ai dit, nous avons un projet de société. Un projet de société qui est intitulé « Bâtissons le Congo de nos rêves ». Alors, comme tout parti politique, nous avons l'ambition de conquérir le pouvoir, de l'exercer et de le garder le plus longtemps possible. Et nous avons comme idéologie le libéralisme qui veut tout simplement, qui regroupe certaines idées, notamment l'idée de garantir les droits acquis des Congolais dans toutes les sphères. Donc parmi ces droits, nous avons le droit de libre entreprendre dans son pays, de liberté d'opinion, ainsi que d'autres points très importants. Et dans l'Union sacrée, nous pensons que nous allons aussi apporter notre voix afin que les choses aillent. Ce sera certainement ma dernière question. Comment évaluez-vous la gestion de la ville de Kinshasa? La gestion de la ville de Kinshasa reste aussi mitigée. Il faudrait vraiment avoir un plan
lanterne pour la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa est vraiment saturée sur tous les plans. Et moi, je pense qu'il faudrait à un moment que ce soit aussi une décision prise à un plus haut niveau pour voir comment. Je suis partisan de la gestion décentralisée. C'est-à-dire si nous donnons les moyens qu'il faut, par exemple, à nos communes, nous allons résoudre beaucoup de problèmes, que ce soit dans salubrité, que ce soit dans la sécurité, que ce soit le chômage, ainsi de suite. Si, à ce niveau, parce que c'est un niveau où le peuple est en contact direct avec l'autorité de l'État. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait aussi se concentrer pour que tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, parce que moi je me dis même le problème de recensement de la population pose problème. Pourquoi? Parce qu'à un moment on n'a pas doté les moyens qu'il faut à ces entités. Chaque bourgmestre doit connaître normalement, dans mon entité, j'ai autant d'habitants, autant de Congolais, autant d'étrangers, autant de chômeurs, autant dans tous les secteurs. Il suffit juste de décentraliser ça et de donner les moyens qu'il faut pour résoudre ces différents problèmes. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Excellence Magazine. Un mot pour clôturer, mais vous le ferez en une de langue nationale. S'adresser à Congolais. Congolais oyo balingaka mboka na bango. Naza parmi ba Congolais balingaka mboka na bango. Nazo loba ete il faut tolinga mboka oyo. Toza na mboka mosusu te. Mboka oyo yango nde ekosala ke biso lobi bana na biso bazala fier na mosala oyo biso tozosala. Et Congolais nyonso il faut s'approprier makambo ya mboka na ye na ndenge ya bien. Donc il faut soutenir par action. Il y a des autorités qui sont mises en place pour mutu ayeba ko revendiquer problème oyo aza nango pour ayeba ko menango na autorité oyo asengeli kozwa solution. Donc ngala lobaka ndenge mboka eza lelo eza te que non eza bato moko il faut ba se charger nango. Biso nyonso faut kota na cadre pour s'intéresser na makambo mboka pour toza na mboka mosusu te to na mboka oyo eza makambo la biso. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous espérons vous recevoir très prochainement peut-être. Merci, je suis disponible. Excellence Magazine de ce jour est terminé. Grand merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir. Excellence Magazine. Excellence Magazine.